Euh, donc pour rebondir sur ce qui a été abordé sur la confiance dans l'innovation, on se rend compte que c'est quelque chose d'essentiel. On se rend compte que c'est même la clé du succès pour s'interroger sur le monde de demain, pour inventer le monde de demain. En tout cas, je vous propose d'échanger avec donc Fabien de Varenne, inventeur du Sphyrna. Le Sphyrna, c'est le plus grand drone marin au monde. Vous l'avez vu en entrant, il est juste derrière vous. Vous pourrez aller l'observer suite à notre conférence. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, je voulais savoir, c'est quoi être un inventeur en 2018 ? Alors, moi, je ne me qualifie pas en tant qu'inventeur, en tout cas. C'est pas une caractéristique qui... Moi, j'ai une vision de l'innovation qui est plus transverse que l'invention, dans le sens où une invention, c'est un objet. Là, c'est plus un concept et un domaine d'usage. Je préfère essayer de réfléchir à un concept d'usage que à seulement l'objet et l'invention. Voilà, donc c'est pas tout à fait de l'invention, c'est plus des nouvelles pratiques. Le processus, l'usage, et non pas l'objet, ça marche, c'est compris. Je répète pour être sûr. Mais du coup, l'idée de ce drone en tant qu'objet, comment il vous est venu ? Comment vous l'avez créé pour répondre à quoi finalement ? Alors, au départ, l'idée c'était de faire un navire qui puisse transporter une charge utile importante pour pouvoir faire des relevés océanographiques. C'est toujours le cas. Après, quand on construit un bateau, il y a plusieurs possibilités. C'est en architecture navale, c'est une coque, deux coques, trois coques. Là, une coque, on cherche une stabilité de poids. Dès qu'on part sur deux ou trois coques, c'est une stabilité de forme. Dès qu'on met du poids, forcément, ça nuit à la performance. Donc là, il y a eu une transition de trouver. C'est la pirogue polynésienne, la pirogue à balancier. Donc c'est un schéma de carène qui a été très peu utilisé dans l'histoire de l'architecture navale. Et il se trouve que pour un navire autonome, pour un drone marin comme celui-là, vu qu'il n'y a personne à bord, c'est un excellent compromis. Mais ça, on s'en est aperçu après. Alors l'idée, c'était d'avoir un navire qui puisse couvrir des grandes surfaces océaniques, qui puisse parcourir, enfin, le cahier des charges était navire transocéanique, 1 tonne de charge utile, et également containerisable. Le fait que le bateau puisse être démonté, facilement transporté. Là, on l'a amené ici... vous vous demandez peut-être comment on a fait pour l'amener ici, mais c'est très simple. Le bateau se démonte complètement. C'est-à-dire que les flotteurs, les bras de liaison et même le flotteur principal se démontent en deux parties et on l'a tout simplement tracté derrière une voiture. Voilà. Donc le concept est venu de là. C'est tout un concept d'usage, entre autres sur la partie logistique, pour pouvoir mobiliser, démobiliser un moyen nautique de façon simple et rapide. Ok, donc un objet très utile. Vous pouvez voir derrière nous quelques images donc, du Sphyrna. Alors, en action, pas tout de suite encore. Il est encore sur Terre. Il ira sur mer ensuite. Et tout à l'heure, vous avez dit que c'était un navire autonome. Mais comment c'est possible ? Comment fait-il pour être totalement autonome ? Alors ça, la technologie d'un navire autonome, c'est un peu comme une voiture autonome. Vous connaissez tous les Tesla, par exemple, qui roulent toutes seules. Et ça, l'usage de la robotique et autonomiser des véhicules, ça se fait de plus en plus. Donc ça, c'est presque courant maintenant. Maintenant, la vraie différence entre un navire autonome entre guillemets classique, qui va faire de l'évitement d'obstacles, qui va être programmé pour faire une route, c'est que ce bateau-là n'aura pas forcément de grande capacité. Nous, le bateau, non seulement il est autonome d'un point de vue décisionnel, mais il est également autonome en énergie. Et on va le rendre de plus en plus autonome en énergie pour à la fois alimenter sa capacité de se déplacer. C'est en fait, déjà, il consomme très peu en fonctionnement, mais également pour pouvoir alimenter une charge utile de plus en plus gourmande, pour pouvoir avoir de plus en plus de capteurs, pour faire de plus en plus de relevés. Voilà. Donc l'autonomie s'entend de deux façons. L'autonomie, c'est effectivement le fait de pouvoir réfléchir, d'avoir sa propre intelligence pour pouvoir éviter les obstacles, avoir une compréhension du milieu dans lequel il est, et une compréhension nautique, entre autres,
parce que la mer bouge et les vents aussi changent. Donc il y a une vraie compréhension nautique, mais aussi une autonomie énergétique. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui nous permet maintenant d'envisager de pouvoir laisser des bateaux durablement en mer pour pouvoir monitorer les océans. D'accord. Donc ce n'est pas seulement le plus grand drone marin au monde. Alors c'est pas le plus grand. C'est vrai. C'est le plus grand civil. Ah, le plus grand civil. Il y en a un qui est plus grand, mais c'est un navire militaire qui est un peu plus grand. Voilà. Mais c'est le plus grand drone marin civil au monde. D'accord. C'est une bonne précision. Donc le plus grand drone marin civil au monde, mais aussi du coup un bateau qui est truffé d'innovations et de nouveaux concepts, qu'il soit démontable, qu'il soit autonome aussi bien pour se déplacer que pour aller plus loin, enfin toujours plus loin en mer. Et du coup, toute cette innovation et ce cheminement de cette réflexion, est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce que Régis Rossi a abordé, c'est-à-dire le fait d'avoir confiance et de prendre des risques? Tout à fait, oui. Alors confiance en l'équipe, déjà ses collaborateurs et ses associés, ça c'est très très important. Mais effectivement aussi confiance dans un contexte. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on sent un environnement favorable. Et l'environnement, c'est multiple. C'est à la fois familial, professionnel, un contexte, un instant d'innovation aussi. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai ressenti à un moment donné, c'est que le boom des drones aériens, le fait que la robotique soit aussi performante dans les airs, et il y avait forcément un créneau et un parallèle à faire dans le maritime. Et c'est venu un petit peu plus tard parce que les milieux aéronautiques avaient beaucoup d'avance sur le milieu maritime. Mais dans le nautisme, enfin dans le milieu maritime, ça rentre et maintenant on ne parle que de navires autonomes. D'accord. Et alors du coup, ces nouveaux navires et ce nouveau navire qui est le Sphyrna, qu'est-ce qu'il a permis de faire aujourd'hui ? Alors, c'est encore un prototype, c'est encore un navire expérimental. Donc, on est toujours en phase de test. On a réussi à faire une belle mission cet été avec l'Université de Toulon et le CNRS pour monitorer un sujet bien spécifique, qui est la bioacoustique. Donc, l'idée, c'était d'écouter les cétacés dans le sanctuaire Pélagos. Le sanctuaire Pélagos, c'est une vaste zone maritime qui est conjointement gérée entre l'Italie, Monaco et la France. Et ça descend à peu près jusqu'à la Sardaigne. Et nous, on était dans une petite partie et on écoutait tout simplement les cétacés, et en particulier les cachalots, pour pouvoir connaître leur trajectoire de nage, leur comportement sous-marin. Et ça a une importance particulière. Je crois que ça va être expliqué dans le film tout à l'heure, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais j'ai même, enfin, toute l'équipe, nous avons découvert un autre monde, qui est le monde de la bioacoustique sous-marine. Et il faut imaginer que l'acoustique marine a une telle importance que c'est comme voir sous l'eau. Qui entend sous l'eau, voit sous l'eau. C'est le meilleur moyen de connaître le fond des océans et ce qui s'y trouve. D'accord. Donc, en effet, le Sphyrna est parti cet été en Méditerranée faire une première expérience de 15 jours. Et un mois et demi. Un mois et demi. Alors, on m'a dit 15 jours, mais du coup, c'est mieux, un mois et demi. Je comprends mieux. Je me disais qu'ils avaient été très très forts et très très rapides. Et donc en tout cas, c'est une équipe de recherche de l'Université de Toulon qui a mené cette expérience. Alors ils n'ont pas pu être là ce soir parce qu'ils sont actuellement à Vancouver. Ils sont partis dans des colloques professionnels pour présenter tous les super résultats qu'ils ont eus. Mais ils ont pu nous faire une petite vidéo et je vais vous proposer de les suivre dans cette aventure en la visionnant. Alors, si vous tendez l'oreille, vous allez entendre quelques bruits. Ces bruits, ce sont les cliquetis qu'émettent les cachalots. C'est leur moyen de communication et c'est ce qui donc a été enregistré cet été.
Notre réponse a consisté à démontrer que nous étions certainement des bons candidats pour cette démonstration en proposant que le SFIRNA devienne un observatoire acoustique de la faune marine. Cette faune est méconnue parce que dès 50 mètres d'eau, on sait très peu de l'activité de la faune sous-marine. Et par l'acoustique sous-marine, justement, on peut écouter cette faune et en tirer beaucoup d'informations. Ainsi, nous avons proposé que le SFIRNA devienne un mobile avec une antenne acoustique fixée sous sa poupe et sous sa quille, et que nous puissions enregistrer les déplacements des cétacés dans la zone de Toulon où ils sont assez présents. D'être ensuite parrainé par Nicolas Hulot, par son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, et puis on a eu le soutien de la Marine nationale, du Club nautique, de la Prémar. Donc on a eu énormément de chance et nous remercions énormément Seaproven pour son engagement financier, humain dans cette opération. On a eu 14 jours d'enregistrement sur 3 sites différents. Que le drone SFIRNA est un drone qui fait 17 mètres de long, donc qui est aussi gros qu'un bateau. L'avantage de ce drone, c'est qu'il est vraiment très très silencieux, il ne fait pas de bruit, donc c'est-à-dire que son moteur est électrique, il ne fait pas de bruit, et en plus, en dérive, on n'entend pas le bruit de l'écoulement de l'eau ou le bruit des vagues sur la coque du bateau. Donc le drone SFIRNA, c'est vraiment un avantage pour cette manip parce qu'on va pouvoir suivre les cétacés sans les gêner. Alors c'est vraiment une mission qui est vraiment nouvelle parce qu'on n'a jamais pour l'instant dans le monde mis une antenne acoustique sous un drone et programmé ce drone à suivre les cétacés. C'est vraiment une première mondiale et la mission de CDT était vraiment un succès car on a des très bonnes données. On a pu avoir la trajectoire en temps réel du cachalot qui plonge à plus de 1600 mètres de profondeur. Et ça va nous servir à avoir le comportement du cachalot le long des canyons océanographiques. Je suis très fier de l'avoir fait cette fois-ci en surface. La première fois, on était à 2000 mètres de fond, au pied de l'Etna. Là, on est 2000 mètres au-dessus du cachalot pratiquement, en surface. Et c'était un défi parce qu'il y a des caractéristiques acoustiques dont la thermocline sous moins 13 mètres qui coupent les propagations acoustiques. Donc on a eu des très bons résultats malgré ces difficultés physiques et ça prouve la qualité des traitements, d'aller récupérer des signaux très très faibles, très très subtils dans tout ce bruit marin. Et donc la qualité aussi de cette trajectoire qui nous renseigne sur l'activité de l'animal et la richesse des abysses, puisqu'on mesure là l'activité d'un prédateur qui chasse dans des zones inconnues. Donc il chasse quoi? Il chasse ses proies favorites. S'il chasse là, c'est qu'elles y sont en majorité, donc ça nous dit à quelle hauteur d'eau elles sont présentes. C'est des animaux, les gros calmars en question, qui ne sont pas pêchés aujourd'hui, heureusement. Mais voilà, le cachalot est un peu l'ambassadeur des abysses et il nous renseigne sur cette qualité de la biodiversité à 1000-1200 mètres de fond. Le drone a vraiment un avantage comparé à la bouée qu'on a. On a une bouée acoustique au sud de Port-Cros qui enregistre tout le temps, donc depuis maintenant 3 ans, les cachalots au sud de Port-Cros. Et ce drone, il est vraiment avantageux comparé à cette bouée parce qu'il enregistre à 5 km environ autour de lui et en plus, il peut se déplacer. Donc c'est vraiment un espion entre guillemets de la faune marine, mais tout en restant discret et respectueux des cachalots et des cétacés. Et l'avantage d'un drone, c'est qu'il est non habité, donc on n'a pas de bruit d'équipage sur le bateau. Il est vraiment intégralement silencieux et c'est son troisième avantage. Il faut savoir que le cachalot, comme les grands cétacés, passent 90% de leur temps immergés sous la surface, donc dans les abysses jusqu'à 1600 mètres de profondeur. Donc l'acoustique passive est vraiment un moyen très efficace et surtout non invasif d'étudier les cachalots dans leur milieu naturel. Donc pour ça, on a installé une antenne acoustique sous le drone, donc sur la quille du drone. Donc l'antenne était équipée de 4 hydrophones. Donc des hydrophones, c'est des micros qui vont sous l'eau.
Et donc, ils étaient positionnés dans plusieurs directions différentes pour avoir vraiment toute une zone où on allait pouvoir enregistrer les cachalots. Pour la mission Sphyrna, on avait besoin de localiser la position exacte du cachalot. Donc, on a utilisé un principe que nous-mêmes on utilise pour détecter des objets. Donc, lorsque l'on entend une source sonore dans l'espace, par exemple une source qui vient à droite, le son va d'abord se propager sur la première oreille, l'oreille droite, puis sur l'oreille gauche. Et en fait, avec cette différence de temps d'arrivée du son entre les deux oreilles, on est capable de déterminer la position. Donc avec le Sphyrna, on a 5 hydrophones, donc c'est comme si on avait 5 oreilles, et en mélangeant ces différentes directions d'arrivée, on est capable de localiser le cachalot précisément. Un autre point à préciser, c'est que dans l'eau, le son se déplace 5 fois plus rapidement. Donc pour cela, on a besoin d'une carte qui est capable d'enregistrer jusqu'à 1 million de points par seconde sur les 5 voies, qui nous permet de calculer cette différence de temps d'arrivée très précisément. Nous avons montré cet intérêt sur des dauphins d'Amazonie durant 2 missions, en 2015 et 2016. On a aussi montré cet intérêt sur des faux orques, sur du beluga. Et puis, j'ai pensé que c'était l'intérêt majeur du Sphyrna aussi d'embarquer cette carte pour nos enregistrements. Et cette carte, la voici. Et l'ensemble est unique puisqu'il permet une acquisition jusqu'à 1 million d'échantillons par seconde sur 5 canaux. Ici, 4 sont montés, mais elle fonctionne à 5. Et c'est cette carte à 5 canaux qu'on a fixée sur le Sphyrna avec les câbles qui descendaient sous la quille pour enregistrer les signaux à partir des 5 hydrophones immergés. Voilà, c'est un instrument scientifique qui est unique. Donc on en est assez fiers et on a, je pense, démontré avec l'opération Sphyrna à la fois l'intérêt du Sphyrna mais aussi de ce type d'acquisition ultra haute vélocité. Ce qui amène en fait à des gros volumes de données, ce qu'on appelle les masses de données ou les big data, puisque 10 minutes de cet enregistrement produit plusieurs gigas de données. Une particularité des résultats qu'on a obtenus, c'est de constater que le cachalot longe certes le flanc de la falaise qui fait 2000 mètres de hauteur, mais qu'apparemment, d'après nos premières observations, il ne va jamais orienter son sonar vers la falaise. Alors il y aurait une raison physique simple, même physiologique simple à cet effet, c'est que la réflexion de son sonar sur la falaise renverrait trop d'énergie et pourrait l'éblouir en quelque sorte au niveau acoustique. Et cet éblouissement lui enlèverait des capacités de traitement dans les quelques millisecondes ou secondes qui suivraient et pourrait lui faire perdre une piste de proie qu'il aurait commencé à poursuivre. Donc on va vérifier cette hypothèse sur les premières trajectoires, représentations 3D qu'on a faites, ça paraît être le cas. Et ça serait un très beau résultat parce que c'est la première fois finalement qu'on a au monde une trajectoire de cachalot le long d'une falaise. Il y a eu des trajectoires construites d'ailleurs par nos travaux le long de la langue de l'océan dans le centre d'essai de l'OTAN aux Bahamas, mais c'est une cuvette et il n'était pas du tout le long de la falaise. Il y a eu d'autres expériences faites en Nouvelle-Zélande, mais en eau profonde, en plein océan, pas le long d'une falaise non plus. Donc là, on est dans une configuration bathymétrique très intéressante et on va voir comment cet animal utilise ou évite certains pièges acoustiques de résonance et d'écho contre cet obstacle qui certainement lui sert aussi à acculer ses proies et à les capturer. Il faut savoir que les cachalots émettent des clics pour chasser. Donc c'est des bruits qu'ils vont émettre. Ces bruits vont entre guillemets, se cogner sur le calamar et vont ensuite revenir vers eux. C'est grâce à ça qu'ils arrivent à localiser leur proie dans le milieu. On a aussi constaté un comportement particulier chez le cachalot, qui est le relâchement du sonar. C'est-à-dire que le cachalot va se rapprocher de sa proie, donc l'intervalle interclic va devenir de plus en plus petit, et juste avant d'ingérer sa proie, il va relâcher son sonar, et donc l'intervalle interclic va être très très grand assez rapidement. Et donc ça, c'est un comportement qu'on a déjà observé chez les dauphins, mais qu'on n'a pas encore observé chez le cachalot, et donc cette étude, elle tend vraiment à montrer cette nouvelle perspective.
On a aussi invalidé l'hypothèse qui est que le cachalot assommerait sa proie juste avant de l'ingérer, car on a vraiment un relâchement du sonar. Donc l'ICI il devient de plus en plus grand, vraiment une seconde avant la capture de la proie. Donc le cachalot n'assommerait pas sa proie et l'ingérerait directement. En calculant la position du cachalot, on a réussi à remarquer qu'il faisait des trajectoires longeant en fait la falaise du cap Sissier. Et donc, grâce à ces informations, ça va nous permettre aussi d'avoir plus d'informations pour prévenir les collisions entre les bateaux et les cachalots, puisqu'on peut déterminer les endroits où ils risquent d'être présents le plus souvent. Un autre comportement que l'on a pu noter grâce à la mission Sphyrna, c'était que le cachalot arrêtait son sonar systématiquement environ 400 mètres avant d'atteindre la surface. Donc il faut rappeler que le cachalot utilise son sonar pour voir, donc c'est comme s'il devenait aveugle sur les derniers 400 mètres avant d'atteindre la surface, parce que pour lui, il n'y a plus aucun objet qui s'interpose entre lui et la surface. Et du coup, c'est sûrement pour ça qu'à cause de ce comportement, il y a environ 8 collisions par an en Méditerranée entre des cachalots et des bateaux, ce qui représente la première cause de mortalité non naturelle pour les cachalots. Afin d'éviter ces collisions, il y a un logiciel qui a été mis en place, le logiciel REP7, où les navires vont signaler la position de cachalot lorsqu'ils le voient et partager cette position avec tous les autres bateaux, afin qu'eux-mêmes adaptent leur vitesse et leur attention pour éviter de rencontrer un cachalot. Alors, comme on a pu le voir avec ces témoignages de l'équipe de recherche de l'Université de Toulon, ils ont pu faire plusieurs découvertes, ils ont pu mieux comprendre comment se déplaçaient et comment chassaient les cachalots. Ils ont pu également comprendre pourquoi il y avait des collisions, étudier également en parallèle finalement les abysses et donc la biodiversité qu'il y a tout autour de leur environnement et donc au fond de la Méditerranée. Mais alors moi je me pose quand même une question. Comment ce projet a vu le jour? Comment un inventeur mayanais, alors du coup peut-être pas inventeur, mais comment un entrepreneur mayanais rencontre une équipe de recherche toulonnaise? Alors, c'est parce que j'ai suivi les conseils de Christian. Christian Travier. En fait, directeur de Laval Mayenne Technopole. Moi, je suis incubé à la Technopole de Laval depuis maintenant 3 ans ou 4 ans. J'ai fait Idénergie et un jour, on cherchait justement à faire une première mission opérationnelle avec le Sphyrna et donc on phosphorait un petit peu avec Christian et l'équipe de la Technopole. Et Christian m'a dit, écoute, le plus simple, c'est de lancer un appel à projet auprès de la communauté scientifique et des ONG pour leur proposer une mission. Et alors une petite société, Cyprovent, c'est minuscule, on est 4 opérationnels, une petite société qui lance un appel à projet normalement ça se fait pas, on l'a tenté, on l'a fait. Donc on a lancé cet appel à projet, on a reçu beaucoup de réponses. Et puis, moi, le milieu de la bioacoustique m'intéressait. Je ne connaissais pas grand-chose, mais ça m'intéressait. Et par le biais de François Sarano, qui est l'ancien directeur scientifique de l'équipe Cousteau, qui travaille avec Hervé Glotin, eh bien, Hervé Glotin a fait une proposition de mission. On s'est rencontrés, on a sélectionné cette mission-là pour différents paramètres, entre autres le fait que ça soit de la bioacoustique, mais aussi le côté géographique, parce qu'on avait des propositions de mission à l'autre bout de la planète, ce qui était pas forcément très très simple. Et ça a été une très belle rencontre, parce que au-delà du côté biologie, océanographie, Hervé Glotin est quelqu'un qui a développé quelque chose il montrait sa fameuse carte, sa carte Jason. Et ça, c'est un instrument fabuleux, parce que l'alliance entre cette carte qui permet faut comprendre que vu que le son se déplace 5 fois plus vite sous l'eau que dans l'air,
eh bien, si on ne fait pas un échantillonnage très important, 1 million d'échantillons par seconde, eh bien, on n'a pas les différences, donc on ne peut pas faire de triangulation, donc situer un animal dans la colonne d'eau. Et donc l'alliance de ces deux technologies a fait quelque chose d'assez extra, parce qu'il y a une contrainte dont il parlait aussi, qui est la thermocline. C'est une profondeur dans laquelle la température de l'eau, température de surface de l'eau est toujours la même. Ça dépend, en Méditerranée c'est souvent 14 mètres, 13 ou 14 mètres. Passer 13 mètres, la température change complètement. Et le son normalement ne passe pas cette barrière, une barrière naturelle. Et là, grâce à son système, ça passe. Voilà, on peut récupérer le son, des petits sons qu'on arrivera à recalibrer avec un autre hydrophone qui est immergé plus profondément. Et ce qui permet de faire justement cette fameuse triangulation et cette trajectographie d'animaux. Voilà. Et l'intérêt, il faut bien le comprendre, c'est qu'à partir du moment où on observe un grand prédateur comme le cachalot, eh bien on a une idée de tout ce qui se passe. Il est à un bout de la chaîne alimentaire, et donc on connaît quasiment toute la chaîne alimentaire. On connaît, on sait s'il y a du calamar, on sait s'il y a du poisson, du plancton et toutes ces choses-là. Donc l'observation d'un individu permet de connaître beaucoup de choses. D'accord. Et alors du coup, ces deux inventions, ces deux innovations qui se rencontrent, celle d'Hervé Glotin avec sa carte Jason et celle du Sphyrna, ça crée une nouvelle énergie dans la recherche. Est-ce que vous avez prévu de travailler de nouveau avec eux pour aller plus loin dans la découverte ? Ah oui, ça se poursuit. Ça se poursuit parce que on l'intègre directement dans le projet plus global de Cyproven et du projet Sphyrna. C'est-à-dire que le Sphyrna a un but, c'est un laboratoire flottant, donc c'est de collecter un maximum de données sur l'environnement marin. Et on peut embarquer jusqu'à 1 tonne de matériel de mesure. Donc c'est tout un tas de mesures, température, salinité, pH, phosphorescence, aussi de la bioacoustique, mais analyse de la biomasse. Donc ça permet de connaître en temps réel tout ce qui se passe sur les océans si on multiplie ce nombre de bateaux. Et le fait d'avoir cette nouvelle expérience sur la bioacoustique et de telles réussites d'un point de vue scientifique, ça nous motive à continuer forcément à travailler avec Hervé Glotin et le CNRS, mais également de mettre sur tous les bateaux que nous sortirons par la suite une antenne de bioacoustique. Parce qu'encore une fois, qui entend sous l'eau, voit sous l'eau. Donc c'est un enjeu phénoménal. C'est un enjeu aussi de surveillance, parce que il y a l'intrusion de bateaux, par exemple, dans une zone, on peut la voir grâce au son. Il y a aussi toutes les problématiques de pollution sonore. L'être humain fait beaucoup de bruit en mer. Un marteau-piqueur s'entend sur la côte, s'entend jusqu'à 80 km au large. Donc c'est toutes ces choses-là, toutes ces pollutions, entre autres pollutions sonores, qu'il faut pouvoir quantifier. D'accord. Mais le Sphyrna, finalement, donc là, il a ce rôle-là qui répond à cette mission de cet été, mais il pourrait avoir d'autres usages. Il pourrait être utilisé dans d'autres choses, d'autres thématiques. À chaque fois, si on prend les senseurs de bioacoustique, les capteurs de bioacoustique, c'est un exemple parmi d'autres. Mais un capteur de bioacoustique permet à faire de la bioacoustique, donc écouter les cétacés, tout un tas de choses, voilà. Mais permet aussi donc de quantifier une pollution sonore et de surveiller si vous avez un submersible, si vous avez un bateau de surface qui arrive dans une zone. Et chaque capteur, là actuellement on a quantifié à peu près une 40aine de capteurs que l'on peut mettre à bord qui ont des missions spécifiques. Chaque capteur a une mission spécifique. Mais après, c'est transverse, c'est-à-dire que certains des capteurs peuvent servir à la fois à quantifier une pollution, à la fois à faire de la surveillance. On retrouve les différents capteurs dans différentes typologies de missions. Et si on multiplie, encore une fois, l'idée, c'est de faire du big data. Si vous êtes persuadé que l'avenir de l'humanité passe par les océans, c'est 71% de la superficie de la planète. Donc, à un moment donné, avec l'explosion démographique, il va falloir absolument connaître en temps réel la situation des océans.
en surveillance, pour pas qu'il y ait de pêche illégale, de trafic, ce genre de choses. En pollution, on parle beaucoup des déchets plastiques. Et un des buts du SFIRNA, c'est de faire de la détection de déchets plastiques, enfin, pollution plastique, pollution hydrocarbures forcément, mais aussi radioactivité et pollution sonore. Et puis monitorer les paramètres principaux océanographiques et météorologiques. Un petit exemple, si on multiplie si on met, mettons, une centaine de bateaux comme celui-là en Méditerranée, on a l'équivalent d'une photographie complète de la Méditerranée en 48 heures. Donc on sait tout ce qui se passe en Méditerranée en 48 heures. C'est un peu un satellite de la mer. C'est assez impressionnant. Et du coup, alors pour conclure, parce que je vois le temps qui passe, mais du coup, votre invention de demain, c'est de faire de ce prototype un outil encore plus performant, ou est-ce que vous avez déjà une autre idée? Alors, déjà, on est en cours de développement, donc il y a encore beaucoup de travail en développement. Même si on est assez content en fait du bateau, des comportements nautiques du bateau, mais on a encore beaucoup de choses à faire. Déjà, on va l'équiper d'une aile rigide pour lui donner un mode de propulsion supplémentaire, des éoliennes, plus de panneaux solaires. On est en train de travailler sur tout ça. Mais excusez-moi, j'ai oublié la fin de la question. L'invention de demain, est-ce que c'est continuer de travailler sur ce bateau et lui donner d'autres possibilités, ou est-ce que vous avez déjà une idée d'un nouveau drone, d'une nouvelle forme? Alors, on pourrait développer d'autres drones, mais là on va s'arrêter là. On va essayer de finir ce projet-là. Mais surtout, encore une fois, il y a l'objet. Mais l'objet, c'est un outil. Et ça doit rester un outil. Ce qui compte, c'est l'usage. En gros, les navires autonomes, il y a plein de gens qui font des navires autonomes, mais qui les conçoivent exactement comme des navires classiques pour faire des missions classiques. Ils veulent remplacer des navires classiques pour faire des missions qui se font déjà. Là, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de pouvoir faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc, de multiplier les vecteurs, et d'arriver sur un nouvel usage. Et une des choses importantes, c'est ça, c'est de considérer que, entre autres, l'interface mer-espace, vous voyez les satellites d'observation qui tournent à longueur de temps autour de la planète, eh bien, tous ces satellites, s'ils n'ont pas un moyen d'être calibrés au niveau de la donnée qu'ils collectent sur la superficie de la planète, et si on ne rajoute pas de la donnée, eh bien, ils sont quasi aveugles. Voilà, donc un satellite, ça coûte très cher, 71% du temps, il est quasi aveugle. Donc le fait de rajouter des laboratoires flottants comme ça va lui donner une masse de données énorme, et donc pouvoir, encore une fois, connaître, gérer, protéger les océans. La prochaine mission du siècle, du coup. Ça peut. Ça serait pas mal. Merci Fabien d'avoir échangé avec nous.